Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir, j'allais dire, ce soir, donc pour cette réunion d'information sur le Nicaragua et plus particulièrement sur notre départ du 23 novembre prochain. C'est gentil à vous de prendre du temps pour vous informer, pour nous écouter ce soir. On fait ça désormais régulièrement dès qu'il y a un pays qui est ouvert aux touristes français, qu'on peut y voyager. C'est le cas du Nicaragua. On organise ce type de réunion. Hier encore, c'était sur la Namibie. Demain, il y aura le Costa Rica, jeudi, l'Égypte. Et dans les semaines qui viennent, il y aura d'autres réunions en fonction des pays donc, qui sont ouverts aux touristes et où il est possible de s'y rendre sur notre catalogue. Alors, ce soir, on est en direct donc, du Nicaragua et de France. On va commencer par le Nicaragua. Donc, on a la chance d'avoir Pascal, qui est donc le directeur de notre équipe sur place Bonjour. au Nicaragua. On a Isidra, qui est la guide, qui généralement est sur nos départs du circuit de 17 jours et qui sera le 23 novembre avec les clients qui ont la chance de participer à ce circuit. Donc bonjour à tous, à tous les deux. Et on a Nathalie Évrard, qui est donc chef de Bonjour. production directrice de la production chez Explorator, et particulièrement du Nicaragua ce soir. Elle gère aussi d'autres destinations comme la Russie, comme le Costa Rica, et pas mal d'autres destinations. Et puis moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Là, j'en reconnais certains, mais donc moi, je suis Kevin. Je travaille à la production sur une partie de l'Amérique du Sud, en collaboration avec Nathalie, mais surtout à la vente, donc la partie commerciale d'Explorator. Vous avez souvent eu affaire à Gwendoline, à Sabrina ou à moi. Et c'est via nous que vous réservez vos voyages, que vous réglez, etc. Mais derrière, il y a du monde, dont Nathalie, qui s'occupe de la production en collaboration avec nos équipes à destination, donc Pascal et Isidra. Voilà pour cette conférence. On va commencer donc avec Nathalie qui va nous faire une présentation générale du pays. Et ensuite, Pascal et Isidra nous parleront plus en détail du voyage de 17 jours, le A201, pour ce voyage au Nicaragua, qui part le 23 novembre. À la suite de leur présentation, vous pourrez poser vos questions. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ils sont là pour ça, faut en profiter. Donc, Nathalie, je te donne la main. Je te laisse nous présenter D'accord. ton PowerPoint Et, sur le Nicaragua. Et puis d'accord. après ça, je reprends la main. Voilà. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, voilà. C'est bon, Kevin? C'est parfait. Messieurs, dames, juste, Alors, je bon, précise, si vous voulez voir la totalité du PowerPoint, vous avez les vignettes donc de logiciel Zoom sur votre droite, a priori. Vous pouvez cliquer en haut à gauche, sur la petite barre du milieu, on va dire, pour réduire les vidéos des participants à la réunion et avoir que Nathalie. Et comme ça, vous verrez mieux l'écran de Nathalie, son PowerPoint. Voilà. Je vous laisse avec Nathalie. alors, bonsoir à tous et merci d'être présents à cette présentation. Oui, on va discuter un peu du Nicaragua. Je pense que c'est un pays qu'on connaît assez mal en France. Donc, on a pensé que faire une petite présentation générale qui va être évidemment avec des raccourcis un peu violents parce qu'en 10 minutes, c'est difficile de parler d'un pays, mais je vais quand même essayer de vous donner euh, une idée un peu de ce qui vous attend si vous allez là-bas. Donc, tout d'abord, le Nicaragua, c'est le pays le plus grand d'Amérique centrale avec 130 370 km². Bon, comme ça ne dit pas grand-chose, mais en fait, c'est la taille de l'Angleterre. C'est un pays où il y a un peu plus de 6 millions d'habitants. La capitale, c'est Managua, avec 900 000 habitants, et c'est une population assez jeune, puisque l'âge moyen est de 24 ans. Dernière chose, le PIB est de 2028 dollars par habitant, donc c'est aussi un des pays les plus pauvres d'Amérique centrale. Alors, pour la situation géographique, bon, donc, comme vous le savez, c'est en Amérique centrale. Il est bordé par la mer des Caraïbes à l'est et par l'océan Pacifique à l'ouest. Au nord, il a une frontière avec le Honduras qui est notamment marquée par le fleuve Coco. Et au sud, le Costa Rica, où là aussi il y a un fleuve, le San Juan, dont on reparlera, qui marque une partie de la frontière.
Et en fait, quand on regarde la carte, très vite, on voit 3 zones géographiques qui se distinguent. Donc la première, c'est une grande zone, je ne sais pas si vous voyez la souris quand je la bouge, mais c'est une grande zone sur la mer des Caraïbes, une sorte de grande plaine qui est recouverte de forêts assez denses, avec des infrastructures assez lacunaires et où il n'y a que 8% de la population qui habite. D'ailleurs, c'est une population plutôt, je dirais, afro-caribéenne ou indienne, alors plutôt de culture alors, je fais encore des raccourcis, mais anglophone ou protestante, et donc très différente du reste du pays. Ensuite, au milieu de la carte, on voit au milieu du pays, le pays est coupé par une cordillère, des montagnes donc, qui vont du nord au sud. En fait, elles se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique. Alors, donc on va reparler aussi des volcans parce il y en a quand même un certain nombre au Nicaragua. Et cette zone de montagne, alors déjà, elle n'est pas très haute. Le mont le plus haut, c'est le mont Mogoton qui se trouve à la frontière du Honduras et du Nicaragua. Mais c'est surtout une zone déjà d'élevage et de culture, notamment de culture du café. C'est un très bon arabica qui est vendu à l'étranger et ça, c'est une des sources de devises, d'entrée de devises pour le pays. Mais pas seulement le café, il y a aussi le tabac dans la région d'Estélie, qui est là dans le nord. Euh, donc, le tabac, enfin cette industrie, on va dire, du tabac fait quand même travailler 42 000 personnes dans la région. Et c'est assez nouveau, en fait, ça date d'il y a un peu plus de 50 ans, lorsque les Cubains, certains Cubains ont émigré suite à la révolution castriste et en 59. Et donc, ils ont amené leur savoir-faire. Donc, ils ont développé le tabac. Donc, il y a des plantations, il y a des séchoirs, des fabriques de cigares et ils ont amené leur savoir-faire. Et d'ailleurs, l'élève dépasse souvent le maître parce que maintenant, le Nicaragua produit plus de cigares que la République dominicaine ou le Honduras et vend, par exemple, 140 millions de cigares aux États-Unis, alors que Cuba est coupé de ce marché-là à cause de l'embargo. Donc, c'est quand même une grosse rentrée d'argent aussi pour le pays. Et puis ensuite, il y a cette zone-là, la zone Pacifique, en fait, qui représente sur 15% du territoire, il y a 60% de la population qui habite. Alors là, ce serait plutôt de culture hispanophone et catholique comparativement à la côte caraïbe. C'est la zone, en fait, d'abord, c'est la zone où se trouve la capitale, vous voyez, Managua qui se trouve là, près d'un lac. Et c'est une zone enfin, on va dire, 85% des revenus du pays est concentré. Il y a une agriculture intensive. Il y a notamment des bananes autour de Rivas, dans cette région-là, donc plutôt dans le sud. Et il y a aussi de la canne à sucre. Alors, la canne à sucre, on en tire un très bon rhum qui s'appelle le Flor de Caña, qui est connu également à l'étranger, qui est de très bonne qualité. Et là aussi, c'est un produit d'exportation et qui fait rentrer de l'argent dans le pays. Donc, ensuite, quand on regarde toujours cette carte qui nous en apprend beaucoup, on voit donc 2 lacs. Il y a un petit lac au nord, enfin petit entre guillemets, c'est le lac au nord de Managua, qui est le lac Xototlan, ou le lac Managua d'ailleurs, qui fait quand même plus de 1000 km². Et surtout, il y a là le lac Nicaragua, vous voyez. Pour vous donner une idée, ce lac, c'est le 3e lac d'Amérique latine ou centrale, d'Amérique latine, on va dire, après le lac Maracaibo au Venezuela, qui fait lui 3000 km², et le lac Titicaca qui fait 8300 km². Et pour vous donner une idée, ce n'est pas pour vous asséner des chiffres, c'est juste pour avoir. Parce que le lac Titicaca, en général, on le connaît mieux et on voit un peu la taille qu'il fait. Je vais passer d'ailleurs là, voilà, comme ça vous aurez une vue. Je vais y arriver, Cocibolca, qu'on appelle Cocibolca au Nicaragua, fait 8200 km², donc c'est pratiquement la taille du lac Titicaca. Et là, vous avez une photo de ce lac-là avec au fond l'île d'Ometepe. Sur ce lac qui est donc très grand, il y a plusieurs archipels. Il y a l'archipel des Isletas qui est près de Granada avec 400 îlots, habités ou pas, parce que des fois ils sont très petits, avec des hôtels de charme dessus aussi. Et on fait des balades en bateau, on voit des oiseaux, des singes, c'est vraiment très apaisant, c'est vraiment une des balades à faire. Ensuite, il y a la fameuse île d'Ometepe avec la grosse île qui se trouve sur le lac avec 2 volcans. Et puis au sud du lac, il y a les îles Solentiname dont je vous reparlerai un peu plus tard. Mais là, pour reprendre en fait le titre de notre voyage, lac des volcans, il y a donc ces 2 lacs et puis il y a beaucoup de volcans. Il y a 26 volcans au Nicaragua, dont 9 actifs.
Ils se présentent sous des formes différentes. En bas à gauche, vous avez une photo du du volcan Momotombo, qui est un des symboles du Nicaragua, mais il y a aussi d'autres formes volcaniques, comme sur la photo du milieu, vous voyez plutôt comme des fumerolles, il y a des petits geysers, ça c'est San Jacinto, où on va aussi pendant notre voyage. Et puis, je dirais, le must, c'est d'aller à Masaya, donc c'est la photo d'en haut, puisque c'est un volcan qui est en ébullition et dont le spectacle est vraiment impressionnant. Enfin, je vous ai mis un petit clin d'œil en haut à droite, c'est le Cerro Negro, qui est le dernier né des volcans en Amérique latine, en Amérique centrale. La première éruption a eu lieu en 1850 et il a un aspect assez lunaire, c'est un cône recouvert de scories. Alors, on peut monter dessus à pied, enfin, c'est une belle balade, et on peut descendre si on veut en luge ou en, je ne sais pas si on peut dire, c'est pas snowboard, mais sandboard, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc moi je l'ai fait, je pense que j'ai été la touriste qui est la médaille d'or de la descente la plus lente parce que j'avais tellement peur que je freinais vraiment. Mais je vous rassure, vous pouvez monter à pied et descendre à pied, vous n'êtes pas obligé de descendre en luge. Et c'est vraiment impressionnant. Alors en plus, quand on y va, quand on est français, il y a toujours un petit clin d'œil parce qu'il y a un Français qui s'est illustré justement sur les pentes de ce volcan qui s'appelle Éric Baronne, qui l'a descendu en VTT, qui a eu le record de vitesse de 170 km/h. Bon, à la fin, il est arrivé avec quelques fractures, mais enfin, il a relevé le défi. Et donc, quand on va visiter ce Cerro Negro à l'entrée, il y a des photos de l'exploit d'Éric Baronne. Alors, pour bien comprendre un pays, il faut parler de l'histoire. Et là, je suis désolée, je demande à Pascal Isidra de m'excuser pour les raccourcis violents que je vais faire, mais pour faire une présentation rapide, on ne peut pas rentrer dans le détail. Et pourtant, l'histoire du Nicaragua est vraiment mouvementée, il y a plein de choses à dire. Donc, le Nicaragua a été découvert à la conquête espagnole, évidemment, au XVIe siècle. Et comme c'était un pays où il n'y avait pas de grande civilisation précolombienne comme dans d'autres pays, finalement, je dirais que il y avait des Indiens, évidemment, qui habitaient sur place, mais ils n'occupaient pas tout le territoire. Et ça s'est passé relativement mieux, voilà, entre guillemets, que dans d'autres pays, parce que finalement, les Espagnols n'avaient rien à piller ou à envoyer en Espagne. Donc, il y avait assez peu d'administration ou de bases militaires pour contrôler tout ça. Donc, 1821, c'est l'indépendance. Et tout le 19e siècle va être marqué par des rivalités anglo-américaines parce que le Nicaragua a une position stratégique. À l'époque, quand on voulait aller de New York en Californie, on prenait le bateau, c'était plus rapide. Et donc, toutes les marchandises, les bateaux descendaient jusqu'au Rio San Juan, donc le fleuve dont je vous ai parlé tout à l'heure qui marque la frontière avec le Costa Rica. On prenait donc le fleuve, on arrivait sur le lac Nicaragua et ensuite on reprenait les marchandises pour quelques kilomètres parce que la côte n'est plus très loin et on reprenait le bateau pour aller en Californie. Donc, dès le 19e siècle, on commence à parler d'un canal interocéanique et il y a les Anglais qui ont un protectorat dans le nord du Nicaragua côté Caraïbes, les Américains côté Pacifique et tout le monde a envie un peu d'avoir la part du gâteau. Et donc, justement, je vous montre le portrait de cet homme-là en noir et blanc, c'est William Hooker. Lui, c'était un Américain, un flibustier américain, qui en 56, entre autres, parce qu'il a fait beaucoup de choses, voilà, il a eu un peu la folie des grandeurs et il a envahi le Nicaragua. Et ce qui est d'autant plus fou, parce qu'il voulait faire un État esclavagiste, c'est qu'en plus, il est devenu président du Nicaragua. Heureusement, la population et tout le monde s'est lié s'est soudé pour pouvoir s'en débarrasser, on va dire. Et il a été, il a été finalement exécuté au Honduras en 1860. Mais donc, cette mainmise un petit peu des États-Unis va quand même durer malgré des soubresauts dont je ne peux pas tout développer. Mais déjà, encore au début du XXe siècle, il y avait des Marines au Nicaragua il y a eu un traité qui a aidé en fait les Américains à installer des entreprises agroalimentaires, à mettre une base navale. Seulement, le problème, c'est que la population sur place ne profitait pas de toute cette manne, en fait. Et ça a donné, en fait, la population a un peu commence à se soulever. Et c'est la rébellion, la guérilla menée par Augusto Sandino, que vous voyez là, la photo que je vous ai mise au milieu. Vous voyez la silhouette noire, c'est la silhouette de Sandino, donc celui qui a créé cette guérilla.
Et cette silhouette, on la voit de très loin parce qu'elle est sur une colline qui domine Managua, donc la capitale. Euh, donc Sandino a été assassiné malheureusement, et là, je dirais un peu patatras, c'est reparti pour un tour. À partir de 1936, il y a une dictature familiale qui va durer une cinquantaine d'années, c'est les Somoza, qui sont évidemment anticommunistes et proches des Américains, et qui vont, donc cette dictature familiale, eh bien, ça, ils vont, en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour évidemment leurs propres intérêts. Ils vont posséder les terres cultivables, l'essentiel des industries, et tout, évidemment, pour eux. Donc, là encore, ça va créer un soulèvement, et c'est le Front de libération, le Front sandiniste de libération nationale qui va faire fuir en fait les Somoza du pays. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui soutenaient encore les Somoza, ce qui va créer une guérilla, en fait, depuis le Honduras d'ailleurs, la Contra, qui va s'opposer aux sandinistes sur place. Donc, c'est vraiment toujours des luttes intestines, une guerre civile. Et en 88, heureusement, c'est le cessez-le-feu. Et donc là, je vous ai marqué 1990. Moi, je trouve que c'est une date importante parce que c'est l'élection de Violeta Chamorro, qui est la première femme présidente du Nicaragua. Et non seulement, bon, c'est une femme, mais en plus, elle a quand même ramené la paix et elle a réussi à redonner confiance aux investisseurs étrangers pour que le pays puisse repartir à nouveau. Et d'ailleurs, dès 1980, on voit déjà Daniel Ortega arriver au pouvoir. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Oui, Ortega, il arrive déjà à 80 au pouvoir avec les sandinistes. En 90, c'est Violeta Chamorro. Malheureusement, donc ça commence à évoluer. Et en 98, il y a le cyclone Mitch qui a ravagé le pays. Il y a eu des milliers de personnes disparues, des routes détruites, l'agriculture aussi. Donc, ça a été encore un coup dur pour le pays qui se relève à chaque fois et qui repart et plus courageux que jamais. Et donc, depuis 2006, donc c'est le retour de Ortega qui était déjà là en 81. Et voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur la période contemporaine. Il y a eu des choses bien de fait, visiblement, mais bon, c'est quand même un pouvoir assez autoritaire. Et l'idée de ce fameux canal interocéanique est revenue. Il a renégocié, lui, avec des Chinois. Donc, ce canal, c'est un peu l'Arlésienne, en fait, parce que depuis le 19e siècle, on en parle. Il n'a pas, a priori, le projet tombe à l'eau, et tant mieux, parce que ce serait un désastre écologique. Il y a beaucoup de paysans aussi qui seraient expropriés. Donc, c'est toujours un sujet un peu délicat et sur le fil du rasoir. Voilà pour la présentation extrêmement rapide et résumée du Nicaragua. Et voilà, j'en suis désolée, mais si vous allez sur place, vous aurez l'occasion d'avoir Isidra qui vous racontera ça beaucoup mieux que moi et plus en détail. Alors, quand on va au Nicaragua, qu'est-ce qu'on voit? Ben, je vous avais vu, c'est un pays tropical avec un contraste de paysage et de nature, puisqu'il y a des forêts, il y a les montagnes. Donc là, par exemple, en haut à droite, vous avez une photo de l'île Corn Island, qui sont des îles dans la sur la mer des Caraïbes, dans la mer des Caraïbes, très différent de la photo en bas où c'est plutôt la forêt de nuages vers Esteli et là les plantations de tabac. Donc, ce sont des paysages contrastés. Et ce qui est intéressant, c'est que dès 87, le Nicaragua a mis dans sa constitution, en fait, a introduit le concept de protection de l'environnement, peut-être inspiré aussi du Costa Rica, mais ce qui fait que depuis 2010, il y a 25% du territoire qui est protégé. Ça protège aussi des trafics d'animaux et de bois, donc ça c'est important. Et il y a très belles réserves. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes pour avoir le nom, mais ça, on va vous en reparler plus tôt tout à l'heure, la réserve Juan Venado, Los Gatusos ou Indio Maíz, parce que ce sont des réserves qu'on va aller voir, nous, et qui sont vraiment, enfin, pour leur faune et leur flore, qui sont vraiment impressionnantes. Mais justement, parlons un peu de la faune. Donc, elle est variée. Alors, les iguanes, voilà, on voit des iguanes, on en parlait tout à l'heure avec Isidra. C'est vrai on les mange, les iguanes aussi. Ça peut nous surprendre, nous, mais on le mange au Nicaragua. Après, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc là, par exemple, c'est un jet à tête blanche. Ça, on le voit au Métépé, il y en a partout, ils sont vraiment pas sauvages. Là, il y a un momote à sourcils bleus. Lui, il est de la famille du quetzal, on voit bien avec ses deux queues. Enfin, la queue séparée en deux. Beaucoup de singes aussi, des singes araignées, des singes hurleurs, des singes à tête blanche. Et puis, bon, là, je vous ai mis une photo d'hibiscus, mais en fait, j'aurais pu mettre 10 diapositives, même encore plus,
de plantes, parce qu'il y a 6000 variétés de plantes, il y a 600 variétés d'orchidées, il y a des hibiscus, des bougainvilliers, des bégonias, des jasmins, des frangipaniers, enfin, même pour les arbres, c'est impressionnant. Donc, c'est vraiment, voilà, on est entouré de nature. Mais le Nicaragua, c'est pas que la nature, c'est aussi la culture. Et comme on ne le connaît pas bien, on ne connaît pas toujours son histoire et son patrimoine. Mais il y a deux villes incontournables et qui sont vraiment superbes. Ce sont deux villes coloniales, Granada et Léon. Alors Léon, c'est plutôt, je dirais, c'est une ville étudiante et plutôt presque contestataire ou libertaire. Alors que Granada est peut-être plus conservatrice, mais ça, c'est Pascal qui le dira. Donc, Léon, c'était en fait l'ancienne capitale jusqu'en 1850. Et il y a eu un tremblement de terre au XVIIe siècle et elle a donc été détruite. C'est la photo que je vous montre en haut. Donc, c'est un site archéologique, c'est les restes de l'ancienne ville qui est tout près justement du volcan Momotombo. Et ce site est classé au patrimoine de l'UNESCO. Autre site classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est la cathédrale de Léon que vous voyez en bas. Là, on voit le toit de la cathédrale. Et alors, c'est très amusant parce qu'on peut monter donc sur le toit et on a une superbe vue sur la ville que vous voyez là. C'est la photo à gauche qui est juste à côté. À Léon, il y a à peu près 16 églises baroques et il y a, donc, vous voyez, des petites rues pavées, des petites façades. C'est vraiment une ville très agréable pour s'y promener. Et surtout, il y a ces fresques en haut à droite. Toute la ville est décorée de fresques politiques engagées et on peut vraiment faire toute une visite rien qu'autour des fresques. C'est pour ça que je vous disais que c'est une ville un peu contestataire, hein. Alors que Granada, c'est tout à fait une autre atmosphère. Ce sont les deux photos que vous avez au milieu. Granada, c'est une ville qui a été fondée aussi par les Espagnols, qui était tellement riche et belle qu'elle attisait aussi la convoitise des pirates, de William Walker, qui l'a un peu détruite quand même, mais vous voyez, il reste un beau patrimoine. Ça, c'est la cathédrale qu'on voit. Et puis, donc aussi une petite ville avec des rues pavées très calmes, où il fait vraiment bon vivre et c'est très agréable d'y passer quelques jours. Et on peut d'ailleurs découvrir la ville en calèche. Alors, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de grande civilisation qu'on n'a rien retrouvé avant les Espagnols. Vous voyez, ici, on a une photo de poteries qui sont au musée Chaco Verde sur Ometepe. Il y a en bas, vous avez des pétroglyphes. Donc, on a des attestations de présence, en fait, d'avant l'arrivée des Espagnols, que l'on peut voir, surtout au Ometepe, qui était vraiment le cœur apparemment de la vie là-bas. Je vous ai mis également une photo d'un tableau naïf parce que je vous parlais des îles Solentiname. Il y a toute une école de peinture naïve justement sur ces îles et on en voit beaucoup et elle raconte la vie du pays et c'est vraiment enfin, on ne peut pas passer à côté de toute manière et moi, je trouve ça vraiment charmant. Et puis, les deux autres photos, je voulais vous en parler parce qu'on le connaît alors ça, on ne le connaît vraiment pas en France. Et c'est ce qu'on appelle le Güegüense. C'est un drame satirique. En fait, c'est une forme théâtrale qui mêle le théâtre masqué, le folklore, la musique. Et c'est la première œuvre littéraire écrite en nahuatl et en espagnol. Et en plus, elle a été, depuis, je crois, 2005, elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc la culture est présente, mais comment parler d'un pays si on ne parle pas des gens qui y vivent? Et surtout que ce serait dommage parce que le Nicaragua, c'est vraiment alors une population métissée, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des gens plutôt afro-caribéens sur les Caraïbes, après plutôt d'origine espagnole ou indienne. Mais en tout cas, c'est un accueil incroyable, des gens souriants. Et voilà, c'est un accueil chaleureux qu'on n'oublie pas une fois qu'on y est allé. Et pour terminer, je voulais parler des enfants du pays, parce que là encore, comme on ne connaît pas bien en général l'histoire du pays, ce sont des gens dont vous entendrez parler. En haut à gauche, vous avez le portrait de Rubén Darío. C'est la référence littéraire du Nicaragua, parce que c'est un poète du 19e siècle. Et enfin, on ne peut pas ne pas entendre parler de Rubén Darío quand on va au Nicaragua. En bas, vous avez le portrait de Sandino, justement, donc le fondateur de la guérilla et qui s'est opposé aux États-Unis au début du XXe siècle. Ensuite, à droite, c'est la photo de Violeta Chamorro, donc la première femme présidente
du Nicaragua. Ce qu'il faut savoir, c'est que son mari, pendant la dictature des Somoza, il dirigeait un journal, la Prensa, et il a été assassiné. Donc, quelque part, c'est aussi enfin, c'est, j'allais dire, pas un juste retour des choses, mais c'est bien aussi que cette femme dont le mari a été assassiné a pu poursuivre aussi cet élan et ramener le pays un peu vers la paix. Et puis, le dernier portrait, c'est le portrait d'Ernesto Cardenal, qui était, euh, qui était poète, qui était d'abord prêtre, mais poète et homme politique. Donc, en tant que poète, il a été pressenti d'ailleurs plusieurs fois pour pour le Nobel de littérature. Et surtout, il avait créé une communauté chrétienne, en fait, sur les îles Solentiname, là où on fait toutes ces peintures naïves. Et il a été ministre de la Culture pendant la période sandiniste dans les années 80. Et à cause de ça, je veux dire, le Vatican et entre autres Jean-Paul II lui avait demandé d'arrêter ses activités, ce qu'il a refusé. Et il a été frappé de suspens divinis, c'est-à-dire qu'il n'a plus eu le droit de célébrer la messe. Et en 2019, le pape François a retiré cette interdiction et Ernesto Cardenal est décédé au mois de mars 2020, donc de cette année, mais c'était également une grande figure du Nicaragua. Voilà, donc j'ai essayé d'être concise et rapide, et j'espère que ça vous a donné quand même quelques pistes de réflexion ou des questions que vous pourrez nous poser un peu plus tard. Donc, Kevin, je te rends la parole. Voilà. Merci Nathalie, c'était très complet pour une première approche du Nicaragua. C'est super, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais. Isidra et Pascal pourront compléter un peu tout en gardant un peu de suspense quand même pour les clients qui se rendront sur place parce qu'il y aura encore beaucoup plus de choses à raconter. Ce qu'on va faire, c'est je vais faire défiler sur vos écrans le jour par jour du voyage, donc du départ du 23 novembre. On a aussi d'autres départs, bien sûr, en 2021. Et Pascal et Isidra vont vous en parler un peu plus en détail. Donc, je vous mets le jour par jour du voyage A201. Voilà, donc 17 jours, entre 4 et 8 participants, bien sûr, comme la majorité de nos voyages. Et on va commencer donc déjà bon, par les points forts de ce voyage. Après, je vous laisse la parole au Nicaragua. Mais donc, on a dit un circuit très complet qui relie les sites majeurs du pays. Il n'y a pas beaucoup d'agences de voyage qui proposent des circuits de 17 jours au Nicaragua. Généralement, c'est soit une extension du Costa Rica ou d'autres pays, où c'est quelques jours, une petite semaine. Là, 17 jours, c'est vraiment très complet, avec les villes coloniales, bien sûr, certains volcans, dont le Masaya, et puis des petites visites qui font les différences, un peu parfois des sentiers battus, dans une finca pour découvrir la culture du café. Voilà, et certaines îles avec bien sûr une immersion afin de voir la faune et la flore locale. Dernier élément des points forts de notre voyage, c'est une fenêtre garantie par personne dans le véhicule. C'est le cas sur, je dirais, 95% de nos circuits chez Explorateur désormais. C'est vraiment un plus. Vous êtes sûr d'avoir une fenêtre à votre gauche ou à votre droite, mais en tout cas pour vous, seul, et ne pas avoir à enjamber quelqu'un ou à passer devant quelqu'un pour observer ce qui se passe dehors. Comme ça, vous pouvez prendre de belles photos, et surtout sur certaines étapes qui sont parfois un peu longues. Vous pouvez bien observer le paysage sans encombre. Voilà, donc je vous laisse, Pascal et Isidra, nous en dire un peu plus sur ce voyage, en commençant bien sûr par Managua, où on arrive généralement en fin de soirée, et où donc le circuit commence véritablement le jour 2 à Managua. Je vous laisse la parole et je descendrai petit à petit en fonction de votre récit. Merci Kevin, merci à tous. Et pour commencer notre circuit, qui s'est bien étudié pour les groupes d'explorateurs qui ont choisi le Nicaragua comme destination pour vos vacances. Et
on trouve que les groupes qui se trouvent à Managua, nous allons faire la visite plutôt du centre historique de Managua. Managua, la deuxième capitale qui a subi un tremblement de terre en 1972, mais qu'on a le temps pour visiter les points les plus importants, on dirait, et pour après continuer direction León Viejo. Mais on va longer le petit lac. Et sur la carte, Nathalie nous a expliqué que nous avons un petit lac. Donc, la route qui commence à Managua et qui va vers León Viejo longe le lac. Le lac appelé le lac Managua, le lac Solotlan. Mais c'est important de vous dire, de vous expliquer qu'on fera des haltes pour faire de belles photos des volcans. En fait, le Nicaragua, avec des volcans, fait partie de la ceinture du feu du Pacifique. Et dans ces cas-là, nous avons un volcan très emblématique qui s'appelle le volcan Momotombo. Bien. Et à ce moment-là, on serait déjà à León Viejo, appelé León Viejo parce que ça représente une ville qui a été ensevelie par les cendres pendant plusieurs éruptions du volcan Momotombo et qui a été nommé comme patrimoine mondial de l'humanité l'année 2000. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, une histoire qui se trouve enterrée, mais que c'est très intéressant à vous raconter quelle société préhispanique s'est établie dans cet endroit-là. OK. Continuation vers León. León, la ville actuelle. On dit León Viejo, León. C'est une visite chronologique qu'on va faire de León. León Viejo, 1524, et León à partir de 1517. C'est-à-dire que nos autochtones, ils ont vécu 97 ans à León Viejo. Et en arrivant à León, on va le faire. On va s'installer d'abord à l'hôtel, dans un bel hôtel, une des plus belles constructions à León, qui c'était avant un ancien couvent et qui garde encore des détails qui nous rappellent que cet endroit-là, c'était un ancien couvent. Et on se prépare vers Las Peñitas. Las Peñitas se trouve à 18 kilomètres de la ville et on sera déjà prête pour faire un voyage merveilleux. Voyez-vous là, il se trouve là du côté ouest. Et Las Peñitas est considérée aussi une réserve qui a été classée comme plusieurs réserves qui sont prévues à visiter. À Las Peñitas, nous allons profiter d'un coup d'œil pour les petits villages pleins de pêcheurs. L'activité des pêcheurs, qui sont très gentils, nous offre maintenant de faire les excursions dans la mangrove. C'est une activité très importante, mais aussi les pêcheurs vont remercier les visiteurs parce que cette fois-là, ils les font travailler. Ce sont des personnes qui travaillent, qui vont en haute mer, mais que maintenant, avec l'arrivée des visiteurs, ils profitent pour faire des excursions. Ce sont des personnes qui connaissent très bien le travail. Et Las Peñitas, il y aura l'opportunité, si c'est possible, de faire des arrêts, pas seulement pour faire la baignade, sinon pour bien connaître les nids des tortues qui ont arrivé pendant plusieurs arrivées et qui ne sont pas encore fait l'éclosion. À Las Peñitas, on va connaître très bien plusieurs sortes de mangroves. Le guide, qui c'est le pêcheur qui fait les explications, il m'a traduit, il fait des explications à propos de plusieurs sortes de mangroves, des oiseaux, et que la plupart du temps, on arrive à observer des caïmans, des crocodiles. Ça, c'est quelque chose que les groupes aiment. Après, si on a le temps, bien sûr, ils pourront faire la baignade et aussi le coucher de soleil. Et retour à León. Et León, c'est prévu le tour de la ville. C'est une ville très intéressante en ce qui concerne l'archéologie civile et militaire et religieuse, bien sûr, parce que nous avons à chaque 5 minutes une église. Hein?
Et là, c'est possible de visiter, par exemple, la cathédrale qui s'est prévue sur notre circuit. Après avoir fait la visite à pied de Léon, c'est prévu de faire la cathédrale, de monter sur les toits de la cathédrale et d'avoir une vue panoramique de l'océan, mais aussi de la ribambelle des volcans qui se dressent tout au long de la cordillère appelée Los Marillos. Le programme comprend ici San Jacinto. Cet endroit-là, San Jacinto, est considéré depuis quelques temps, considéré comme une réserve. San Jacinto, c'est après avoir fait Léon. Voyez-vous, on est là. C'est le chemin qui nous amène après à Esteli, mais sur la route, on va quitter les plaines, Léon, situé à entre 80 et 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, et on continue avant d'arriver à Léon à faire la visite de San Jacinto. C'est de l'eau qui bouillonne. On appelle aussi les marmites, où l'on verra vraiment l'activité des volcans. Et on verra que c'est le témoignage de la forte activité volcanique. C'est le site le plus proche qu'on sera pour regarder l'activité des volcans au Nicaragua. Parce que cet endroit-là, San Jacinto, c'est un endroit où l'on voit vraiment les potentiels touristiques pas encore exploités, mais qu'on a encore de la chance de s'approcher et de regarder comment la terre bouillonne, de comment la terre peut respirer. OK. Après avoir visité San Jacinto, direction La Garnacha, Estanzuela, Esteli. Ces deux endroits-là, appelés La Garnacha et la Estanzuela, se trouvent avant d'arriver en ville. Esteli, une ville située à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on laisse les plaines et on prend le chemin des montagnes de 100 mètres jusqu'à 800 mètres, et aussi le climat qui change. Hein? Léon, c'est une belle ville entre le volcan et l'océan, mais le climat un peu chaud, mais on aime la chaleur. Mais après, on verra vraiment comment ça change le climat, un climat tropical des montagnes. Si on parle de la Garnacha, c'est une communauté de paysans qui se sont mis à travailler l'horticulture, mais organique, appelée bio. Ils travaillent beaucoup les artisanats, mais aussi l'élevage des chèvres. On aura l'opportunité de faire la dégustation du fromage de chèvres, mais aussi des beaux miradors cantonnés à 800 mètres vers les 100 mètres, c'est-à-dire du Pacifique, pour la vue des volcans. Et continuation Estanzuela. Et si nous allons faire, si c'est prévu la visite d'Esteli à partir du 23 novembre, à ce moment-là, on aura une belle cascade qui comprend Estanzuela. D'une part, nos visiteurs qui ont été assis pendant 2 heures, là, ils vont aimer démarcher un peu, à peu près 600 mètres, jusqu'à arriver à Estanzuela. Un bel endroit, pas trop visité, mais c'est bien à découvrir, surtout pour les gens d'explorateurs qui aiment de faire la découverte. Estanzuela, à ce moment-là, se trouve à 5 km de la ville d'Esteli. Esteli, la ville de fresques, aussi belle à visiter, parce que ce sont des fresques qui représentent l'histoire du Nicaragua, mais plutôt la ville d'Esteli, une ville qui s'est établie sur des terres très, très fertiles pour faire le tabac dont Nathalie vous a parlé. OK, on va passer la nuit à Esteli. Continuation, on quitte Esteli vers Matagalpa, parce que ici nous avons Finca La Cumplida, c'est déjà Matagalpa, et sur la carte. Bon, et on va, OK, Esteli, on commence la descente vers Matagalpa. Et dans ce cas-là, nous allons prendre une route des montagnes qui aussi va nous permettre de faire des photos de beaux paysages, les fleurs, le café,
et les fougères qui sont aussi pour faire l'exportation et qu'on fait la culture des fougères en altitude dans un climat frais. OK, là, la complida, ça sera la belle saison parce qu'on connaît que depuis 2 semaines, ils ont commencé à faire la récolte du café. Et les visiteurs, quand ils arrivent dans cet endroit-là, spécifique, spécial, on dirait, pour les visiteurs d'explorateurs, ça sera parfait parce qu'ils vont avoir un contact direct avec la population qui travaille. Bien sûr, on va faire la visite accompagné de l'ingénieur qui est le responsable de la propriété et pour ne pas déranger les gens qui continuent à faire ce qu'ils font comme d'habitude parce que c'est son travail. Mais on pourra aussi, si les gens sont d'accord, aussi de faire la cueillette à ce moment-là des cerises du café. Et la Complida nous offre aussi un beau paysage, une hacienda qui a été transformée en hôtel, bien sûr, bien aménagé pour accueillir les gens qui aiment le confort. Et la Complida, à Matagalpa, le 6e jour, on continue de la Complida, toujours dans les coins de Matagalpa, continuation vers Selva Negra. Selva Negra est appelée comme ça la forêt noire par rapport aux Allemands. Et Nathalie nous a... Bon, Selva Negra est par là, dans ces coins de Matagalpa. Selva Negra, ce sont les propriétaires, ce sont des Allemands en descendance allemande. Ce sont des Nicaraguayens, pardon, en descendance allemande. Le Nicaragua est un pays métissé. Et il y avait, à l'arrivée des Espagnols, il y avait au moins 1 million dans la région de l'Amérique centrale, 1 million d'indigènes, pas d'indiens, d'indigènes, parce qu'ils sont arrivés à l'Amérique centrale, pas à l'Inde. Ils ont trouvé 1 million d'indigènes, ils ont beaucoup travaillé, mais plusieurs tribus, les Matagalpas, parce que c'est en l'honneur de ces gens-là que la ville s'appelle Matagalpa. Ils s'appelaient Los Flecheros. Los Flecheros, ceux qui lançaient la flèche. Les flecheros de Matagalpa se sont installés dans ces coins-là, dans les montagnes. Mais bon, Selva Negra par rapport à Matagalpa, ça a beaucoup à voir avec la colonisation. Bon, Selva Negra, c'était des Allemands qui se sont installés dans la région et qu'ils ont introduit les cafés en 1850. Et c'est depuis ce temps-là qu'on fait la culture du café à Matagalpa. Bon, à Selva Negra, à un hôtel où l'on n'a pas besoin de la climatisation parce qu'on a un climat agréable. Moi, j'habite à Managua et ici, il fait chaud et quand j'arrive à Selva Negra, c'est un climat agréable et les Français disent qu'ils aiment beaucoup, mais on n'a pas la climatisation et c'est un endroit confortable où l'on aura l'opportunité de voir des orchidées et des animaux qui se promènent à part les plantations de café, mais que tous ceux qui travaillent par là et font partie des ouvriers permanents de Selva Negra, qu'ils ont su garder la main d'œuvre pour eux et avoir tout le temps des gens pour travailler et élever la production. Et c'est prévu de faire une excursion là-bas à Selva Negra pour connaître toute l'activité qu'on fait sur le site. Bon, Matagalpa, enfin, on aura le temps de faire la descente. On continue la descente. Matagalpa est situé à 680 mètres au-dessus du niveau de la mer pour faire la visite du centre-ville. C'est toujours agréable de visiter l'église, et plutôt une belle église où les producteurs de café, ils ont beaucoup aidé à faire la restauration de la cathédrale de Matagalpa, la cathédrale de San Pedro, de boire bien sûr du café, comme on avait fait déjà à ce moment-là à Selva Negra. À Matagalpa, les gens, l'église. Bon, continuation, on quitte Matagalpa, que ça sera très agréable. Et bien sûr, sur le chemin, et si à Selva Negra et à La Complida, ils ont vu comment les paysans récoltaient le café, et sur le chemin, et en descendant vers Matagalpa et vers Huigalpa, on aura l'opportunité de faire des haltes pour prendre des photos des bénéficios. On appelle bénéficios des usines pour le traitement et le séchage du café. Ça, c'est une chose très intéressante et qu'à ce moment-là, on est descendu déjà. Et
Posada la Hacienda, c'est déjà Huigalpa. Mais Huigalpa, c'est une ville où la plupart des personnes travaillent sur l'élevage et on sera déjà là-bas. Vous avez vu comment on a fait déjà. Huigalpa, pour les Nicaraguayens, c'est de là où provient la plupart du lait. Le lait pour le fromage, pour de la crème des Nicaraguayens. C'est un endroit très riche pour l'élevage du bétail. Et aussi pour les corridas. Tous les fêtes, ils ont beaucoup à voir avec les corridas, le bœuf, les gens qui se promènent et les saints catholiques à fêter. Bon, mais Matagalpa, Huigalpa se trouve déjà sur la route qui nous amène à San Carlos. San Carlos, c'est le département au bord du Rio San Juan. C'est là où commence notre Rio San Juan, un fleuve historique de 200 km de la longueur, 200 km à partir du Grand Lac Nicaragua jusqu'à son embouchure dans la mer du Caraïbe. Bon, et à San Carlos, on va prendre un bateau vers El Castillo, ça va nous prendre 1h30. El Castillo, en fait, le village s'appelle El Castillo parce qu'il y a une forteresse bien située, c'est un endroit historique, comme je viens d'expliquer. Le fleuve en tout, c'est historique, d'où le Nicaraguayen faisait la protection du pays, d'où l'on voulait empêcher les pirates qui voulaient prendre la ville de Granada. Mais comme ils provenaient du Caraïbe, et ils remontaient le Rio San Juan pour après arriver au Grand Lac Nicaragua et finalement arriver à Granada. Bon, El Castillo, beaucoup d'histoire. Il y a la forteresse qui a été restaurée et qui garde des vieilles photos, même des canaux. Ça sera à visiter. Et del Castillo, nous allons aussi entamer une excursion vers la réserve Indio Maíz parce qu'on sera logé à Guásimo. Là, on arrive à l'hôtel Guásimo. Et Bartola, c'est un affluent. C'est un affluent du Rio San Juan. De Guásimo, que c'est l'hôtel, nous allons prendre un bateau qui nous amène à faire une promenade vers le fleuve Bartola, l'affluent Bartola, et finalement, avec des bottes en caoutchouc et bien habillés pour les animaux, les moustiques et tout, on arrive à réserve Indio Maíz. C'est une des réserves les plus importantes du Nicaragua, pas loin de la frontière avec le Costa Rica, pour nous promener. Et là, si on a de la chance, parce que bien sûr, les animaux, ça dépend du climat et comme ça, ils vont se montrer. Mais par contre, il y a une biodiversité très importante. Et après la visite de Guásimo, bon, ici, j'aimerais vous expliquer que les pêcheurs, ils aiment de nous proposer des excursions la nuit pour aller faire l'observation des crocodiles. Mais ça, on va parler sur le chemin avec mon chef. Et après de Guásimo, on retourne vers San Carlos. Et dans ce cas-là, on va prendre 3 heures, 4 heures de bateau pour arriver à Solentiname et faire la visite d'un endroit très intéressant. Vous avez vu? Là, on est à San Carlos. Si vous pouvez bien observer, se trouve à la mouchure ici. Et jusque là, on va arriver à Solentiname. Ce n'est pas beaucoup le temps que ça nous prend en bateau pour arriver à Solentiname. Et Solentiname, c'est un endroit joli. Et d'une part, c'est sauvage. Et d'autre part, il y a les anciens pêcheurs qui ont bien appris le métier de la peinture naïve. Hein? Donc, ils peuvent combiner le temps de faire de la pêche, de faire de l'agriculture, mais plutôt des ateliers pour la peinture naïve. Il y a la vieille église del padre du curé Ernesto Cardenal, que c'est toujours intéressant, et aussi de connaître les artisans qui fabriquent des oiseaux, des artisanats en balsa. En balsa,
qui sont très, très, très légères. Ça, c'est prévu. Après de Solentiname, on continue notre voyage vers Los Guatusos. Los Guatusos, c'est une réserve. Bon, Los Guatusos, en fait, c'était les noms d'une des tribus qui s'est établie entre le Nicaragua et le Costa Rica, parce qu'il y a le Guatusos à Costa Rica et il y a le Guatusos du côté Nicaragua. Donc là, los Guatusos, avec plusieurs sœurs des bateaux, à partir de Solentiname et vers le Guatusos, et nous allons faire la visite de la belle forêt qui se trouve dans cet endroit-là. Et comme c'est une réserve, il y a une variété de faune, mais aussi les gens qui habitent dans les coins, ils sont très agréables. Après les Guatus, on continue à Colón, mais ça c'est pour sortir un peu de la zone aquatique. La Colón, là où il y a les points migratoires, pour continuer à la plage. Bien sûr, à l'océan Pacifique, ça sera la détente là-bas. Et pendant le parcours de notre circuit, bien sûr, on aura l'opportunité de faire la dégustation de la gastronomie de n'importe quel endroit, c'est-à-dire de l'hôtel et des restaurants qui sont bien choisis, qui ont été étudiés et avec lesquels on travaille depuis longtemps avec eux et qu'ils peuvent boire et manger en confiance. San Juan del Sur se trouve sur la côte du Pacifique et ça, ils vont beaucoup aimer. Ils vont voir la force de l'océan Pacifique, mais aussi la calme parce que ce sont plusieurs plages situées au sud du Nicaragua. Après, on quitte le jour 11, on quitte San Juan del Sur et à 1 heure se trouve le port de San Jorge. Et dans ces cas-là, et à San Jorge, nous allons prendre le ferry vers Ometepe. Et si vous regardez là, et San Juan del Sur n'est pas loin de San Jorge. Et nous allons prendre le bateau et nous allons faire 17 kilomètres de San Jorge à Ometepe. Et ça nous prend à peu près 45 minutes et 1 heure pour arriver à Ometepe. À Ometepe, c'est prévu de faire la visite des réserves appelées par exemple Charco Verde, des papillons et la forêt bien entretenue, des animaux, des singes et des tortues et des fois certains serpents, mais qui sont toujours, quand ils entendent des bruits, ils se sauvent. La Paloma, c'est une communauté où ce sont des habitants d'Ometepe qui travaillent pour le tourisme, qui les a beaucoup aidés et qu'ils ont les conforts pour bien accueillir des clients et qu'ils nous offrent. Il y a plusieurs activités à faire du point de vue gastronomie et même ils offrent le vin. On connaît que les Français, ce sont des amateurs du vin, mais là, à La Paloma, ils préparent du vin à base de la rose de la Jamaïque. OK, là, La Paloma, et ça sera notre deuxième journée à Ometepe, on continue vers Magdalena. Magdalena, c'est un endroit qui est peuplé, on dirait, de pétroglyphes. Les pétroglyphes, ça, ce sont des vestiges archéologiques qu'on a bien gardés et qui font partie du patrimoine national et qui représentent pendant ces lignes et des cercles, des spirales, l'histoire d'une ancienne société préhispanique établie à Ometepe. Ça sera très intéressant, je suis sûre, parce que les clients d'explorateurs, ils aiment les vieilles pierres. Et après la visite des pétroglyphes, continuation à Playa Santo Domingo, on doit se rappeler qu'on est sur une île et sur Ometepe. Et ce sont 276 km² superficie, l'île la plus grande de douce dans ce lac, pour profiter de la plage. Même s'il y a un endroit aussi appelé Ojo de Agua, que c'est prévu à visiter, c'est de l'eau sulfurée, de l'eau qui est parfaite pour la peau. Ça, c'est de l'eau volcanique. Et le lendemain, on quitte Ometepe vers Granada.
Dans ces cas-là, on a fait déjà la forêt, on a fait beaucoup d'eau, des voyages aquatiques, on rentre à la civilisation, Granada, on sera déjà à Granada. Et je sais qu'on sera content de connaître la ville de Granada, la plus jolie. Les bijoux de l'Amérique centrale. Le Nicaragua est connu comme la terre des lacs et des volcans, mais aussi vous offre deux villes coloniales, Granada et Léon. Dans ces cas-là, Granada, c'est la plus ancienne ville qui se trouve sur le continent américain parce que Léon, si au début, on vous a parlé des tremblements de terre qui a détruit la première ville de Léon, au contraire de Granada, il reste sur le même endroit. C'est vrai qu'il y a une histoire, beaucoup d'histoires très tourmentées, avec des guerres, avec des reconstructions, avec des pirates qui sont arrivés, mais Granada, c'est comme le phénix. Il toujours sorte des cendres. Et Granada, avec son marché coloré, Granada, une ville qui présente une architecture coloniale avec les couleurs du soleil. Ok, Granada, c'est un bel endroit où l'on peut partir vers les différents endroits qui sont aux alentours. Par exemple, los pueblos blancos. Los pueblos blancos, ce sont des petits villages qui sont peuplés, la plupart, les 80%, par les artisans. Les artisans, ils travaillent de l'argile et c'est prévu, par exemple, de visiter, d'aller chez les potiers où il va nous faire une démonstration de comment ça se fait et même on pourra inviter les gens à faire la même chose. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ils se trouvent un peu rigolo et comme ça change la dynamique d'histoire. Non, dans ces cas-là, on les invite à participer. Et après, la Laguna de Apoyo. Le Nicaragua appelé la terre des lacs et des volcans, bien sûr. Et avec la Laguna de Apoyo, on aura l'opportunité de connaître un bel endroit, un beau paysage, mais on va voir les plus grands lacs des cratères, parce que ce sont 6 km de circonférence en cratère. Vous vous imaginez quelque chose comme ça? Ah, ça c'est quelque chose de beau. Et avec une profondeur de 200 mètres, et on aura l'opportunité de prendre notre repas du midi là-bas. Et dans ces cas-là, nos visiteurs, ils pourront faire de la baignade, faire des photos ou simplement se reposer pour le soleil. Et comme nous allons visiter la même journée le parc national Volcán Masaya, c'est parce que c'est tout un spectacle de faire la visite du parc national Volcán Masaya la nuit. Parce que c'est vrai qu'il y a l'opportunité pour voir un volcan en activité. Dans ces cas-là, le meilleur exemple, ça sera le volcan Masaya. Après la visite nocturne, on se rend à Granada pour le lendemain faire la visite du volcan Mombacho. Un autre volcan, mais dans ces cas-là, on verra la différence entre le volcan Masaya et le volcan Mombacho. Dans un des volcans, il fait chaud. Dans cet volcan, il fait frais. Pour moi, il fait froid. Pour vous, il fait frais. Mais c'est un volcan, un ancien volcan de 2000 mètres et qu'avec une éruption, il a perdu son chapeau et il est resté avec 1745 mètres. Et on aura l'opportunité de faire la visite au bord du cratère. À ce moment-là, on sera à 1300 mètres. Et après la visite du volcan Mombacho, que je sais que vous allez aimer, et nous allons faire la promenade de las Isletas, une promenade en bateau. Et nous avons dans le lac Nicaragua 365. Il y a des personnes qui disent que ce sont 360. Non, parce que ça compte même les petites pierres. Une île par jour qu'on vaut un fromage par jour. 365 îles pour faire un parcours là-bas et pour les animaux, pour les oiseaux. Et sont concentrés dans ces coins-là parce qu'ils sont tranquilles, personne jeunes. On aura seulement l'opportunité de prendre un souvenir des photos des maisons où ils habitent les natifs et les oiseaux. Enfin, ça sera un jour une promenade en bateau
très agréable. Et comme ça, et on rentre, dîner à l'hôtel Estrada, un bel endroit. Et finalement, Granada-Managua, de Granada à Managua pour le vol de retour, que ça nous prend entre 45 minutes et 1 heure, le vol de retour. Et bon, et si vous avez des questions, merci beaucoup. Merci, merci Isidra, c'était très, très intéressant, très complet. On sent que, évidemment, tu parles avec ton cœur puisque c'est ton pays, c'est beau à voir. Ça donne envie de s'y rendre sur place pour t'écouter toute la journée dans le bus. Avant de donner la parole à Pascal, bon, on a un peu dépassé le temps, mais bon, c'est sûr que c'est quand même agréable et on a envie d'en savoir plus sur le Nicaragua. Avant de redonner la parole à Pascal pour qu'il nous peut-être fasse une conclusion ou donne d'autres précisions, je vais vous parler du départ du 23 novembre, donc c'est le prochain. Donc il y a de la place encore, il est possible d'y participer. Et sinon, ça sera en février, mars ou novembre 2021 si on voit un peu plus loin. Le prix est de 4 745 € si vous êtes entre 4 et 5 participants. Et si vous êtes entre 6 et 8, c'est 4 445. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que le prix comprend tout, hein, concrètement, avec les vols internationaux, toutes taxes comprises. Donc, vous avez tout le transport terrestre, donc on l'a dit, avec une fenêtre par personne, donc dans le minibus. Le logement, que ce soit en hôtel, 2 à 3 ou 4 étoiles, chez l'habitant également. On l'a vu, Isidra nous l'a expliqué. Vous avez tous les repas qui sont compris, donc la pension complète avec un jus de fruits, une bière locale et de l'eau durant votre circuit. Le guide local francophone, à savoir Isidra pour le départ de novembre et pour les suivants, a priori. Et bien sûr, toutes les visites, les excursions et les entrées. Donc voilà, un voyage très complet au Nicaragua. Je vais passer peut-être quelques photos pendant que Pascal nous conclut. Après, vous pourrez poser des questions, messieurs, dames. Et Pascal, je te laisse nous en dire un peu plus sur le Nicaragua, toi qui y vis depuis de nombreuses années, français exilé là-bas, et je pense que tu t'y sens très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, Pascal Picot, enchanté. Écoutez, j'ai plus grand-chose à dire après la présentation de Nathalie sur le pays et puis la présentation du jour au jour de notre guide Isidra. Tout a été dit. Peut-être, oui, quelques mots au sujet de la situation du Covid chez nous au Nicaragua, qui peut vous intéresser. Je dirais peut-être une petite anecdote, puisque notre gouvernement ici du Nicaragua, quand est apparue la pandémie mondiale, l'a complètement ignorée. Et donc, pour la première fois, la population du pays s'est prise en charge elle-même et s'est protégée soi-même, sans aucune indication, sans aucun règlement, sans aucune restriction. Toute la population entière dans tout le pays met son masque, distance sociale, on reste à la maison, on sort presque pas. Et dans tous les petits supermarchés, boutiques, petits magasins, on est reçu avec des personnes qui nous mettent de l'alcool sur les mains. Ils ont installé des lavabos à l'extérieur pour se laver les mains. Il faut le masque pour entrer. La température est prise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au mois d'octobre 2020, pratiquement, la pandémie a complètement disparu de notre pays, de Nicaragua, où on ne recense pratiquement plus aucun cas. Voilà, c'est donc une initiative pratiquement volontaire qui a été faite par la population, très intéressante parce que, en général, l'Amérique latine, vous savez, les populations sont assez indisciplinées, mais cette fois-ci, ça a parfaitement marché. Donc, vous allez vous retrouver dans un endroit, dans un pays où il fait bon vivre dehors. On vit toute la vie à l'extérieur, comme vous pouvez le voir ici. C'est un climat extrêmement clément que nous avons.
Il n'y a pas de masse. Ce n'est pas un pays de grandes villes où les masses se déplacent dans des transports en commun bondés. Non, les gens marchent, les gens font leurs courses, pas tous les jours. Donc c'est éventuellement c'est ça qui fait que notre situation sanitaire est vraiment, je peux dire, remarquable aujourd'hui. Voilà, au sujet du Covid. Alors, maintenant, je pense qu'il y aurait une possibilité, si vous voulez prendre la parole, nous poser des questions, ce serait volontiers qu'on vous répondrait. Oui, allez-y. tout à fait. Je vais activer le micro des clients si vous le souhaitez, messieurs, dames. Vous pouvez nous poser une question soit par oral, soit en bas par écrit. Vous pouvez chat ou conversation écrire une petite question si vous en avez. Voilà, si vous n'en avez pas, ça veut dire que ça a été très, très complet et que avec une envie, c'est de partir peut-être, mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions, c'est le moment. Alors peut-être une petite indication supplémentaire. Il y a un prochain départ, donc le 23 novembre. Je peux vous dire que le mois de novembre est un mois extraordinaire pour voyager dans le pays parce que déjà les pluies, la saison des pluies s'est arrêtée. Et la saison des pluies chez nous commence au mois de mai, termine maintenant, là, à fin octobre. Ça veut dire qu'au mois de novembre, on a un pays qui était très, très vert, qui est vraiment une végétation luxuriante qui déborde de vert et avec un climat agréable puisqu'on se rapproche donc du mois de décembre, du mois de janvier, qui sont les températures, je dirais, les plus basses où dans la journée, on a 28, 29, parfois 30 degrés. Et avec rafraîchissement le soir autour de 24 degrés. Donc, voilà, les journées sont très agréables et les températures sont agréables. Et pour faire tout ce qui est promenade en forêt, visite de ville, culturelle, crapahuter sur les volcans, à marcher sur la plage à la découverte des éventuelles tortues, ben voilà, c'est un mois extraordinaire. Quel est le décalage horaire? Ah ben oui. Et nous avons 8 heures en ce moment, là. Ce matin, là, nous sommes encore le matin, il est 11h15 en ce moment. Ici, je suis dans la ville moi-même de Granada, où sont installés nos bureaux, et la ville où je vis d'ailleurs, depuis un peu plus de 25 ans. Voilà, un des premiers qui a commencé à travailler dans le tourisme dans ce pays, un pays où il y a 25 ans, le tourisme n'existait pas. Je peux vous rassurer que le tourisme est toujours assez peu développé dans le pays. C'est pas du tourisme de masse du tout. C'est ça qui est attachant d'ailleurs, c'est ça qui est charmant. Et puis, entre-temps, marié avec une Nicaraguayenne, 4 enfants, oui, 4. Voilà, et donc une qualité de vie extraordinaire que nous avons ici. Et un pays qui offre beaucoup d'opportunités pour quand on veut travailler, quand on veut investir, quand on veut se mettre dans la société nicaraguayenne. La situation politique aujourd'hui Alors, c'est une question, madame, merci pour cette question délicate. Vous avez écouté la présentation de Nathalie qui nous a expliqué que Daniel Ortega, qui était en fait le révolutionnaire des années 80, a repris le pouvoir, a été élu en 2007. Et depuis 2007, il est au pouvoir. Ce n'est plus un révolutionnaire comme dans les années 80, mais il garde toujours cette
cette orientation assez, je dirais, autoritaire. Ce qui est, d'un autre côté, dans un pays comme le nôtre, pas forcément plus mal. L'Amérique latine, c'est vrai, c'est assez volatile, c'est assez volubile. Et avoir une personne qui ferme un petit peu, parfois, les échauffements de l'un de l'autre, c'est pas complètement équivoqué. Nous avons eu, au mois d'avril 2018, une prononciation de la population qui a évoqué son désir de changement et qui a envahi les rues en partant de Managua, principale, et qui a donné lieu à des échauffements dans le pays assez forts pendant plusieurs semaines, et qui a conduit à un autoritarisme encore plus fort de la part de notre gouvernement et qui a repris le pays en main et avec une économie qui commençait à repartir de nouveau et qui a été stoppée par la pandémie du Covid au début de cette année. Voilà. Nous avons des élections présidentielles qui sont prévues dans 1 an et 1 mois, au mois de novembre 2021. Et ce que nous espérons, c'est que les élections présidentielles se passent dans la paix, sans violence, avec une élection propre, sans erreur, si j'en peux dire ça comme ça, et que le système démocratique continue à être implémenté dans notre pays. Merci. D'accord. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Oui, c'était oui. Tu parlais du Covid, Pascal. Une petite précision, pour voyager au Nicaragua, il faut présenter un test PCR de moins de 72 heures le jour de votre départ pour être accueilli là-bas. Et puis après, le masque est obligatoire dans les grandes villes, et quand vous êtes avec plusieurs personnes dans les endroits fermés également, un peu comme chez nous. Après, je pense pas que ça soit est-ce que c'est si respecté que ça désormais, vu que la situation s'est apaisée, Pascal? C'est toujours respecté. Je suis d'ailleurs moi-même étonné quand nous allons à Managua faire les courses, les achats, etc., de voir que toutes ces règles continuent à s'appliquer. Nous-mêmes, bien entendu, comme entreprise touristique, nous faisons très attention et nous avons un protocole que nous avons mis en place depuis quelques mois. Les véhicules de touristes au départ sont désinfectés. Nos chauffeurs sont tout à fait protégés avec des masques, ils prennent des précautions. On n'est pas vraiment l'un qui touche l'autre, hein. On n'est pas vraiment l'un à côté de l'autre. On a un espace suffisamment respectable pour pouvoir faire le voyage. Donc voilà, jusqu'à ce moment, c'est vraiment, il y a rien à dire. D'accord. Messieurs, dames, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va pas tarder à conclure cette réunion. Peut-être, si vous réfléchissez à 1 ou 2 questions, je vais en profiter pour vous parler de nos assurances, parce que donc Explorator s'adapte à la situation avec nos partenaires. Vous l'avez vu sur place, les conditions sanitaires sont réunies. Le matériel aussi est mis à jour, on va dire. Et notre assurance voyage aussi, puisque si vous souscrivez à l'assurance, c'est 4,2% du prix du voyage, c'est la multirisque spéciale Covid. Vous pouvez annuler, vous serez remboursé par l'assurance si vous avez le Covid jusqu'au jour du départ. Ça, c'était pas le cas précédemment. Donc, c'est important à savoir.
Et sur place, si finalement vous attrapez le virus sur place, si finalement le pays où vous êtes referme ses frontières, disons, si la France referme ses frontières, vous êtes pris en charge, que ce soit l'hospitalisation, l'hébergement, le rapatriement. Donc voilà, les assurances, enfin tous nos partenaires en fait se sont vraiment adaptés à la situation. On fait en sorte que vous puissiez voyager dans les meilleures conditions. Et même si là, vous pouvez le voir sûrement, on travaille la plupart du temps de chez nous en télétravail. On est toujours disponible, que ce soit par téléphone, par mail, pour répondre à vos questions et pour les réservations des voyages, que ce soit au Nicaragua ou ailleurs. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Oui, est-ce que au cours du voyage, le volcan en activité dont j'ai oublié le nom, on monte, on est emmené en haut ou pas? Parce que ce n'était pas très clair. Oui, si vous permettez, je vais répondre à cette question. Vous voulez parler du volcan Masaya? Voilà, oui. Voilà, le volcan Masaya, c'est un volcan qui a retrouvé son activité depuis environ 4 ans. Et c'est une activité où c'est la lave qui se trouve au fond du cratère qui remonte à la surface. Donc, nous avons un phénomène d'un lac de lave en ébullition au fond d'un cratère. Alors, comment ça se passe pour visiter le volcan Masaya? Déjà, je peux vous dire, c'est unique au monde. Il n'y a que 3 ou 4 volcans dans le monde qui ont ce phénomène d'activité. Et c'est le seul volcan qui a un accès où on se trouve à 20 minutes d'une route principale du pays pour monter en haut du cratère. Donc, quand on sort de notre véhicule, on se retrouve déjà en hauteur. Et pour observer le phénomène, on regarde en bas, à l'intérieur du cratère. Et c'est absolument extraordinaire. Même si on n'est pas un féru de volcan, ça reste vraiment, vraiment gravé dans la mémoire de voir cette activité, cette lave qui jaillit, qui éclabousse. Et nous, on se trouve dans la hauteur, donc pratiquement à 350 mètres de cette activité qui se trouve en bas. Et on monte à pied ou on monte comment? Non, c'est une route, c'est une piste, c'est quoi? C'est une route pavée. C'est une route pavée qui monte jusqu'en haut du cratère. On est là-haut en 15 minutes pratiquement. C'est presque, je dirais, presque décevant d'avoir à faire aucun effort pour voir un tel phénomène. Et donc, on descend de notre véhicule de transport et on marche 10 mètres pour arriver au bord du cratère. Voilà, je vous dis, c'est exceptionnel. D'accord, merci. Écoutez, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo si vous voulez revoir quelques extraits sur notre chaîne YouTube, donc Explorator, tout comme les autres vidéos des autres conférences. Merci à vous d'être venus. Pascal, tu veux rajouter quelque chose ou Isidra? Mais sinon, on va conclure. Je pense c'était assez complet. La seule chose que je peux vous dire, c'est on serait heureux de vous voir ici au Nicaragua. Bien entendu, comme le reste du monde, nous avons souffert de la même manière du manque de tourisme, c'est évident. Et surtout un pays comme le nôtre, qui est relativement peu connu, encore peu visité, qui est un diamant brut à découvrir. Effectivement, on a quand même pas mal souffert. Et puis, je serais heureux de vous voir ici et de vous offrir un apéro le jour où vous arrivez à Granada. Voilà. Et de se connaître personnellement. Ça sera avec plaisir, je pense. Isidra, tu seras aussi content de connaître nos clients, que ce soit sur le départ de novembre ou sur les
sur les autres en 2021. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes, notamment nos deux intervenants du Nicaragua. La journée va se poursuivre pour nous, alors que nous, ça va être l'heure de dîner. Merci d'avoir été présent. Pour les clients, vous allez recevoir un mail pour une fiche d'évaluation de cette réunion. Si vous avez des indications à nous donner sur des éventuelles améliorations, il ne faut pas hésiter. Et on se tient à votre disposition, que ce soit Sabrina ou moi-même, par téléphone ou par mail, dans les jours qui viennent. Merci Pascal, donc merci Isidra, et puis merci Nathalie pour la présentation. Merci à tous. Et on vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis à bientôt, demain le Costa Rica notamment, ou jeudi après-demain l'Égypte. Voilà. Merci encore à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Nathalie. Au revoir.